Monsieur, reculez du comptoir, c'est votre dernier avertissement. Je demande simplement à voir le registre des entrées. Pas pour des gens comme vous, non? Je contacte la police nationale pour intrusion. Appelez-les. Simplement de bien épeler mon nom sur le rapport. Il est violent. Il est erratique. Il menace le personnel. Jean-Luc Marat, 52 ans, est un entrepreneur franco-sénégalais dont la fortune est estimée par Forbes à plus de 800 millions d'euros. Il est le fondateur et PDG du groupe hôtelier Éclat, la société mère qui a acquis l'établissement historique, le Palais de la Méditerranée, à Nice, 6 mois auparavant. Ce jour-là, il effectue une visite de conformité non annoncée, une pratique courante dans la gestion d'actifs de haut niveau, pour évaluer la qualité réelle du service sans le filtre des préparations protocolaires. Il réside dans le 8e arrondissement de Paris et possède des biens immobiliers à Londres, Dakar et Genève. Son casier judiciaire est vierge, et son activité légale au moment de l'incident consistait à auditer la performance de son propre investissement. Valérie Cortot, 48 ans, directrice de l'hôtel depuis 7 ans, perçoit un salaire annuel de 110 000 euros, complété par des bonus de performance. Son dossier personnel, conservé aux ressources humaines, révèle une gestion impeccable des finances, mais une série de plaintes clients concernant son attitude jugée, quote 13 ou quote 14A. 3 incidents notables sont archivés. En 2018, elle a fait expulser une famille brésilienne qu'elle soupçonnait de payer avec une carte volée. La carte était légitime. En 2021, elle a refusé l'accès au spa à un rappeur français célèbre, invoquant un code vestimentaire qu'elle n'appliquait pas aux clients caucasiens présents le même jour. Elle n'a jamais été sanctionnée, ses chiffres de rentabilité protégeant sa position jusqu'à ce jour. Selon vous, un directeur d'établissement a-t-il le droit de refuser l'accès basé sur une « quote 0 » de sécurité? Ou cela constitue-t-il une faute professionnelle grave dès la première erreur de jugement? Écrivez votre avis argumenté dans les commentaires, car la frontière légale est souvent floue. Le cadre de cet incident est la promenade des Anglais à Nice, une artère emblématique baignée de soleil, où l'opulence de la Côte d'Azur côtoie le tourisme de masse. L'hôtel Le Palais, avec sa façade art déco et ses portiers en livrée, représente une forteresse de l'ancien monde. L'air conditionné maintient le hall à une température constante de 21 degrés, contrastant avec la chaleur humide de l'extérieur. L'odeur ambiante est un mélange subtil de fleurs de lys fraîches et de cire pour parquet, une signature olfactive conçue pour inspirer le calme et l'exclusivité. C'est un espace où le silence est une commodité coûteuse, et où toute voix élevée est perçue non seulement comme une impolitesse, mais comme une rupture du contrat social implicite entre l'établissement et sa clientèle fortunée. Psychologiquement, Jean-Luc Marat opère depuis une position de sécurité absolue. Il connaît chaque mètre carré du bâtiment pour en avoir étudié les plans lors de l'acquisition. Il ne ressent aucune menace car il est littéralement chez lui. Son calme n'est pas de la passivité, c'est la sérénité du propriétaire qui observe un employé défaillant. Il teste le système. Il veut voir jusqu'où Valérie Cortot ira dans son application biaisée des règles. Il n'a pas décliné son identité immédiatement pour évaluer le traitement réservé à un client noir anonyme. Pour Valérie Cortot, la présence de Marat est une dissonance cognitive. Dans sa grille de lecture sociale, un homme noir en survêtement, bien qu'il s'agisse d'un ensemble en cachemire Loro Piana d'une valeur de 4 000 euros, ne correspond pas au profil du client ultra high net worth que l'hôtel cible. Elle interprète sa demande d'accès au registre non comme un audit, mais comme une tentative d'ingénierie sociale ou d'escroquerie. Elle se sent investie d'une mission de protection de la baie quote 3i. Son biais de confirmation transforme chaque geste calme de Marat en une quote 4, et son silence en quote ni 5 roi. Elle ne voit pas un patron, elle voit un intrus qui défie son autorité sur son propre territoire. 14h22. Les caméras piétons, bodycam, s'activent alors que 2 officiers de la police nationale pénètrent dans le hall. L'officier principal, le brigadier Martin, s'approche directement du comptoir où Cortot l'attend, bras croisés. Marat est resté à la même place, consultant ses emails sur son téléphone. Côte 15, déclare Cortot immédiatement, pointant Marat du doigt sans même saluer les agents, instaurant une dynamique où elle dirige l'intervention. Il refuse de partir, il harcèle le personnel et il a tenté de passer derrière le comptoir. Le brigadier Martin pivote vers Marat, sa main se posant par réflexe sur son ceinturon, bien que son arme reste dans l'étui. L'angle de la caméra montre que Marat lève lentement les yeux de son téléphone, ne montrant aucun signe de surprise. « Monsieur »
Veuillez poser le téléphone et mettre les mains en évidence, ordonne Martin, adoptant le ton autoritaire standard pour une intervention sur trouble à l'ordre public. Quote 18. Répond Marat, sa voix parfaitement posée, captée clairement par le microphone de l'officier, malgré la distance de 3 mètres. Il pose le téléphone lentement sur le marbre. Je vous prie de noter que je n'ai manifesté aucune agressivité et que je suis prêt à coopérer. Il ment, intervient Cortot, s'avançant pour entrer dans le champ de vision des policiers, envahissant l'espace de l'intervention. Quote 21. L'analyse audio révèle ici une contradiction majeure. À aucun moment avant l'arrivée de la police, les enregistrements de sécurité du hall ne captent la phrase « quote 6 men ». Marat a dit « quote 7 ». La réécriture de la mémoire de Cortot en temps réel illustre un mécanisme de défense projectif. Elle transforme une menace administrative en menace physique pour justifier l'escalade policière. Le deuxième policier, l'agent Dubreuil, s'approche de Marat par le flanc gauche. Papier d'identité. Tout de suite. Le ton est sec, impatient. Il ne demande pas la version de Marat, il exécute la demande implicite de la plaignante blanche, validée par son statut de directrice. Mes papiers sont dans ma poche intérieure gauche, indique Marat, ne bougeant pas les mains du comptoir, appliquant le protocole de survie que beaucoup d'hommes de sa démographie connaissent par cœur, même face à la police française. Quote 24. Quote 25, concède Dubreuil, se rapprochant pour réduire la distance réactionnelle. Alors que Marat sort son portefeuille en cuir d'alligator, Cortot ajoute une couche narrative. Faites attention, je pense qu'il est peut-être sous l'emprise de stupéfiants, ses yeux sont bizarres. Les images HD de la bodycam à 14h24 montrent les yeux de Marat clairs, concentrés, sans aucune dilatation pupillaire suspecte. C'est une tentative de déshumanisation classique pour délégitimer la position sociale de la cible. Dans une situation où la police intervient sur appel d'un propriétaire, doivent-ils présumer que l'appelant dit la vérité, ou traiter les deux parties avec une suspicion égale dès la première seconde? Le protocole actuel favorise-t-il les faux signalements? Débattez-en ci-dessous. Le brigadier Martin saisit la carte nationale d'identité tendue par Marat. Il jette un coup d'œil rapide à la photo, puis au visage de l'homme, puis aux données. Il marque une pause. Il relit le nom. Jean-Luc, Marat. Oui, brigadier, confirme Marat, tournant légèrement la tête vers Cortot qui affiche un sourire triomphant, pensant que l'identification précède l'arrestation. Je vous suggère de vérifier l'adresse professionnelle au dos, ou simplement de regarder le logo brodé sur le tapis d'entrée que vous avez foulé en entrant. Martin fronce les sourcils, un micro-mouvement de confusion traversant son visage. Il regarde le tapis. Le logo doré incrusté dans le marbre indique « Groupe Éclat, collection Marat ». Il regarde à nouveau la carte d'identité. Le titre, Quote 9, n'y figure pas. Mais l'adresse de domiciliation est avenue Montaigne, Paris 8e, une des adresses les plus chères de France. Quote 30. Commence Martin, sa voix changeant subtilement de timbre, passant de l'autorité opérationnelle à une prudence administrative. Il se tourne vers la directrice. Ce monsieur, il porte le même nom que l'enseigne de l'hôtel. Cortot rit nerveusement. Un son aigu et cassant. C'est une coïncidence, c'est un nom courant. Vérifiez son casier, emmenez-le. Il perturbe le business. Elle est dans le déni actif. Accepter la réalité à ce stade signifierait admettre une erreur catastrophique. Agent Dubreuil, dit Marat, s'adressant au plus jeune policier qui tient toujours sa matraque à moitié sortie. Quote 34. Dubreuil hésite. Regarde son collègue. Martin hoche la tête. La situation est devenue trop bizarre pour suivre le protocole d'arrestation standard. Dubreuil s'exécute. À 14h27, la sonnerie retentit 3 fois. Une voix masculine, essoufflée et anxieuse, répond. Quote 35. Le silence qui s'abat sur le hall est lourd, presque physique. La caméra piéton de Martin capture le visage de Valérie Cortot. La transformation est brutale. La couleur quitte ses joues par plaques. Sa bouche s'entr'ouvre, mais aucun son ne sort. Ses épaules, auparavant carrées et dominantes, s'affaissent de plusieurs centimètres. Ce n'est pas de la culpabilité morale qui se lit sur ses traits, mais la réalisation terrifiante des conséquences personnelles. Le paradigme de pouvoir vient de s'inverser totalement en l'espace de 10 secondes. Quote 36.
reprend le brigadier Martin, adoptant une posture beaucoup plus respectueuse, remettant la carte d'identité avec 2 mains. Il semble qu'il y ait un malentendu majeur sur la nature de votre présence ici. Il n'y a aucun malentendu, brigadier, corrige Marat, récupérant ses effets et lissant sa veste. Il ne regarde même plus Cortot. Il s'adresse à la loi. Quote 39. Cortot tente une dernière manœuvre désespérée, sa voix tremblante. Quote 40. Quote 41. Coupe Marat, sa voix froide comme l'acier chirurgical. Vous avez appliqué un préjugé. Si j'avais été blanc et habillé de la même manière, m'auriez-vous demandé mes papiers ou m'auriez-vous proposé un café? Ne répondez pas. La caméra a déjà répondu pour vous. Les conséquences légales et financières ne furent pas instantanées, contrairement aux attentes des réseaux sociaux. La justice française est une machine lente et procédurale. Valérie Cortot a été mise à pied à titre conservatoire le jour même. Une enquête interne du groupe Éclat, menée par un cabinet d'audit externe pour garantir l'impartialité, a duré 3 semaines. Elle a analysé 5 années d'emails et de rapports de Shift. L'audit a révélé un schéma systémique. Sous la direction de Cortot, les contrôles de sécurité aléatoires ciblaient à 85% des personnes de couleur, alors que celles-ci ne représentaient que 15% de la clientèle. Le licenciement pour faute lourde a été prononcé 1 mois plus tard. Cortot a tenté de contester la décision au prud'homme, arguant qu'elle n'avait fait que son travail de sécurisation. Cependant, les images de la bodycam policière, versées au dossier, ont été accablantes. Le juge a noté la disparité entre ses déclarations au téléphone, quote, des, et la réalité vidéo, qualifiant son comportement de quote 11. Parallèlement, Jean-Luc Marat a intenté une action civile contre Valérie Cortot personnellement pour dénonciation calomnieuse et une action symbolique contre sa propre compagnie d'assurance pour forcer une jurisprudence. Plus significatif encore, il a exigé une refonte totale des protocoles de formation de l'industrie hôtelière de luxe en France. 6 mois après l'incident, un accord a été trouvé. Bien que les détails exacts restent confidentiels, des fuites juridiques évoquent une enveloppe globale de 5 millions d'euros, non pas versée à Marat, qui a reversé l'intégralité des dommages et intérêts à des associations d'insertion professionnelle, mais investie dans un fonds de formation obligatoire contre les biais implicites pour tout le personnel hôtelier de la région PACA. Valérie Cortot a été condamnée au pénal à 6 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende pour dénonciation mensongère, ayant entraîné des recherches inutiles de la force publique. Jean-Luc Marat a choisi de détruire la carrière de Cortot et de médiatiser l'affaire plutôt que de régler cela en interne. Est-ce de la justice ou de la vengeance disproportionnée de la part d'un milliardaire? La punition correspond-elle au crime? Dites-le nous en commentaire. Aujourd'hui, l'hôtel Le Palais a changé de direction. Le nouveau directeur est un ancien chef de réception promu en interne, connu pour sa gestion inclusive. Jean-Luc Marat continue de diriger son empire, utilisant cet incident comme étude de cas dans les écoles de management hôtelier à Lausanne et Paris. Quant à Valérie Cortot, elle a quitté la région niçoise. Blacklistée par les grands groupes hôteliers qui partagent des bases de données de ressources humaines officieuses, elle a été incapable de retrouver un poste de direction. Les dernières informations disponibles indiquent qu'elle gère un petit camping saisonnier dans l'arrière-pays varois, loin du marbre et du prestige qu'elle pensait devoir défendre contre son propre patron. Cette affaire illustre la fracture brutale entre la perception et la réalité. Valérie Cortot croyait que son autorité découlait de sa position et de sa capacité à exclure. Elle a oublié que l'autorité réelle repose sur la légitimité et la loi. La caméra n'a pas seulement capturé une dispute dans un hall d'hôtel, elle a capturé l'effondrement d'un système de croyances obsolète face à la preuve irréfutable. Dans le tribunal de l'opinion publique comme dans celui de la République, ce qui compte finalement, ce n'est pas qui appelle la police en premier, mais ce que les images révèlent une fois l'émotion retombée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.